concept du racisme anti-blanc, c'est une arme de guerre de l'extrême droite qui vient d'autres concepts, le racisme anti-chrétien, le racisme anti-français, et qui consiste à dire le problème, ce n'est pas le racisme que subissent les Noirs et les Arabes, c'est le racisme que ces Noirs et ces Arabes font subir aux Blancs. Ce concept de racisme anti-blanc, c'est un concept qui est utilisé non pas dans une logique antiraciste, mais pour pouvoir s'autoriser chez ces gens-là à dire on a le droit de frapper les Noirs et les Arabes. Ça montre que la parole raciste, comme on dit souvent, elle est très libérée ces dernières années, parce que là, on est sur des personnes qui savent très bien qu'elles sont dans un public. Hein. On voit bien, elles sont au milieu d'une foule. C'est une manifestation publique et eh bien, ces personnes disent ça avec des contractions. C'est d'autant plus lamentable qu'on est plutôt sur des jeunes et ça fait pour moi aussi référence à ce qui s'est passé il y a quelques semaines dans une boîte de nuit à Rodez où il y avait des jeunes qui scandaient comme ça Marine au pouvoir, les Arabes à l'abattoir. Et là aussi, ça avait été diffusé sur les réseaux sociaux. Donc ça montre que finalement, il y a une parole raciste qui peut s'exprimer à nouveau très tranquillement, ou en tout cas les gens pensent qu'ils peuvent le faire, et ça renvoie quand même à des défaillances majeures, hein, une parole politique qui s'est quand même beaucoup dégradée. Moi, je vois bien, il y a quelques mois, quand M. Retailleau était ministre de l'Intérieur, quand il dit « vive le sport à balles voiles », ou lorsque un musulman se fait poignarder par plusieurs dizaines de coups de couteau, qu'il ne va même pas sur les lieux du crime, le ministre de l'Intérieur à l'époque, on voit bien qu'en fait, il y a comme ça une forme d'excitation raciste ou xénophobe, hein, tous ces débats autour de l'immigration, avec, y compris dans les gouvernements ou dans les chambres, au Sénat ou à l'Assemblée, des reprises constantes de ces débats avec beaucoup de malveillance. Concrètement, voici ce que ça produit. Ce sont les politiques qui incitent les Français à être racistes, une partie des Français. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le cadrage du débat public. En fait, le débat public, il tourne beaucoup autour du fait que si on a des problèmes, c'est à cause des Noirs, des Arabes, des immigrés, c'est eux qui posent le plus de problèmes dans le pays. Quand c'est ça, en fait, le cadre de perception que vous créez, eh bien, ça vient autoriser des personnes à se dire, en fait, on est en droit d'être dans une forme de virulence par rapport à ces populations qui nous amènent des problèmes. C'est les politiques, évidemment. C'est aussi, une partie des politiques, évidemment. Justement, je vais vous demander, est-ce qu'il y a des partis en particulier, justement, ou alors vous visez toute la classe politique responsable? Alors, il y a des partis plus en particulier, parce qu'il y a des partis dont c'est le programme. Vous savez, je parlais tout à l'heure de la discothèque à Rodez. Quand des gens disent « Marine au pouvoir, les Arabes à l'abattoir », on pourrait dire, au moins, il y a des gens qui ont parfaitement compris quel était le programme. Donc, du Rassemblement national, ce que vous dites. Donc, il y a évidemment des partis dont le cœur du projet est le racisme, des partis qui sont totalement défaillants en la matière. On peut penser à LR, à toute une partie de la droite, et pour le reste, des complaisances ou beaucoup de silence dans la contestation du racisme. Parce qu'il y a ceux qui expriment le racisme, évidemment, c'est pas nouveau, et il y a aussi qui vient se lever pour dire en fait ça suffit et c'est un problème que l'on ait des débats récurrents et malveillants vis-à-vis de groupes dans la population. Et là-dessus, même à gauche, vous les sentez trop faiblards? Oui, je les sens globalement et historiquement trop faiblards parce que très honnêtement, on voit bien qu'il y a des propos récurrents, des cadres récurrents, et c'est comme si parfois il y avait une gêne à dénoncer le racisme là où il pouvait s'exprimer. Faut pas être gêné. Il faut donner des exemples, parce que les personnalités de gauche, les élus de la République qui sont de gauche, doivent se dire mais à quoi il fait référence quand il dit qu'on est trop faiblards? Par exemple, écoutez, vous savez, pendant le quinquennat de François Hollande, quand il y a question de la déchéance de la nationalité ou qu'on est très timide sur la question de la lutte contre les discriminations ou de la lutte contre les violences policières, c'est un exemple. Quand il y a des projets de loi récurrents qui attaquent les immigrés et leurs enfants, souvent, il y a du retard à l'allumage. On l'a vu dans le dernier projet de loi immigration, qui a même fini par être voté. Je trouve que la gauche n'a pas été suffisamment ferme rapidement sur ce sujet, même si, pour le coup, elle a fini par l'être. Je reviens à votre campagne de testing. C'est simple. Pour résumer, vous avez envoyé des Arabes et des Noirs qui se sont vus soit refuser des accès, soit ont été reçus différemment des clients de couleur blanche. Quelles étaient les discriminations, justement? Alors, les discriminations, c'est des refus d'accès. On dit à des personnes, vous ne pouvez pas rentrer, et à d'autres, vous pouvez entrer. Et par exemple, à Montpellier, on a des cas d'une boîte de nuit où on dit, voilà, en fait, c'est plein. Ou à Marseille, il faut être habitué. Alors que aux Noirs et aux Arabes, ou à l'un des deux groupes, alors que pour les Blancs, il n'y a pas de problème pour entrer. Donc là, c'est
Vous rentrez pour les uns, vous ne rentrez pas pour les autres, hein, ça c'est une forme de discrimination avec des motifs bidons. Hein. On dit jamais c'est parce que vous êtes noir ou c'est parce que vous êtes arabe qu'on vous refuse. Hein. Encore une fois, on trouve des prétextes, c'est complet, il faut être habitué, qui sont évidemment des faux prétextes puisque les groupes blancs ne sont pas des gens habitués de la boîte de nuit et quand ils arrivent quelques secondes après, la boîte elle s'est pas subitement vidée pour faire en sorte qu'elle ne soit plus complète. On a aussi d'autres formes par lesquelles la discrimination s'exprime, c'est qu'on va donner des tarifs différents. Hein, on a le cas d'une boîte de nuit à Nice où on dit aux personnes blanches c'est 15 € l'entrée avec une consommation et pour les noirs on leur dit c'est 200 € parce qu'il faut prendre une bouteille. Et donc là quelque part c'est sinon ils rentrent pas. Donc quelque part c'est vous pouvez entrer mais à condition qu'on soit sûr que vraiment vous allez claquer de la thune dans notre établissement. Comme si que pour les noirs bon ok mais il faut quand même que ça vaille le coup de les laisser rentrer. Pourquoi vous donnez pas le nom de ces établissements? Alors, pourquoi vous ne les rendez pas publics? Alors, parfois on les rend publics. Là, vous l'avez pas fait, pourquoi? Alors, pour certains, on les a rendus publics parce que parfois on nous en parle et on donne les noms. Voilà, ça peut arriver. Mais surtout, non, mais pourquoi cette précaution-là alors que, on le rappelle, le racisme est un délit en France? Oui, parce que en fait, par la loi. Alors, on attend aussi de déposer les plaintes, que les choses soient bien ficelées pour toute une série d'établissements pour donner les noms. Voilà. Ce racisme visible, on le constate à chaque testing, hein, c'est pas nouveau, que ce soit dans les boîtes de nuit ou les agences immobilières. Est-ce que vous avez l'impression que la situation s'améliore au fil des années? Alors, dans les lieux de loisirs, on peut dire qu'il y a une amélioration, c'est-à-dire que, en fait, quand on a commencé les testings il y a déjà longtemps, hein, il y a plus de 25 ans, il y avait des établissements où systématiquement, si vous étiez noir ou arabe, vous ne pouviez pas rentrer. Aujourd'hui, c'est des cas qui ont quasiment disparu. Donc ça, c'est aussi le fruit, évidemment, des campagnes de testing et puis de l'évolution de la société et des différents acteurs qui ont sensibilisé sur le sujet. Par contre, ce que l'on remarque, c'est que quand même, ça résiste, puisque c'est toujours ancré. Si on est d'origine maghrébine ou subsaharienne, on a une probabilité non négligeable de se faire refuser à l'entrée des boîtes de nuit. Et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, est inadmissible, parce que d'abord, globalement, ces établissements n'ont pas le droit de sélectionner leur clientèle, il faut quand même le rappeler, hein, aucun droit de sélectionner la clientèle. C'est des lieux qui accueillent du public, donc ce ne sont pas des clubs privés, comme il est parfois écrit, qui auraient le droit de choisir qui rentre pas. Ça, c'est du bidon. Donc, ils doivent accepter tout le monde. Et on s'est malheureusement habitué à ce que ces établissements sélectionnent à l'entrée. Beaucoup de gens trouvent normal qu'il y ait une sélection à l'entrée. Quand vous sélectionnez, vous le faites sur des critères, et ça peut être sur des critères racistes. Sur le racisme et à propos des testings, justement, je voulais vous citer une partie d'un témoignage d'un journaliste et écrivain qui s'appelle Bala Fofana. Lui-même a été plusieurs fois victime de racisme et il écrit: à force, on anticipe. Charge raciale oblige, on apprend à contourner les obstacles. On comprend vite qu'une femme blanche, blonde de préférence, devienne un véritable totem d'immunité. Le testing démontre une discrimination. Il ne mesure ni l'humiliation, ni la colère, ni le doute, ni l'autodétestation qui nous fait nous dire que nous sommes le problème. Quelle est votre réaction ? Oui, alors même si le testing, ce sont des gens qui le mènent, ce sont des militants qui éprouvent ce qui est dit. En l'occurrence, il suffit de tendre le micro aux personnes. Mais vous comprenez ce qu'il dit. Bien sûr que je comprends ce qu'il dit. Le testing, c'est la face émergée de l'iceberg. Et en fait, derrière, il y a toutes ces vies qui sont bousculées par le racisme au quotidien. C'est pour ça qu'on le combat. C'est-à-dire, pourquoi on combat le racisme ? On combat pas le racisme juste parce que dans le code pénal, c'est écrit que c'est interdit. On combat le racisme parce que le racisme, il est destructeur des vies et il vient limiter les possibilités que les gens peuvent avoir dans une société comme la France. Et ce sont des choses qui ont des conséquences psychologiques qui peuvent être extrêmement graves sur les individus. Alors, qu'est-ce que vous dites à ces gens qui vivent ce racisme au quotidien et qui vivent avec parce qu'ils sont impuissants ? Alors, d'abord, ce que l'on peut dire, c'est qu'il faut aussi parfois, même si c'est très dur à faire, regarder le temps un peu long. En fait, on peut se dire que les combats, ça sert à quelque chose. Que, en fait, sur le temps long, les choses, elles évoluent, même si, en ce moment, on serait plutôt dans une forme de reflux qui peut parfois dire aux gens, mais en fait, ça ne sert à rien, on n'y arrivera jamais. Mais quand même, sur le temps long, on peut remarquer quand même des améliorations. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de se dire qu'il y a des recours, que le droit, il est de notre côté, même s'il n'est pas effectif, malheureusement, en matière de lutte contre les discriminations en France, qu'il n'y a quasiment jamais aucune condamnation, mais c'est aussi comment on s'engage, ce qui n'est pas évident. Ça veut dire quoi, pardon ? La justice est trop clémente quand il s'agit de racisme ? Bien sûr. Vous savez, en France... Bien sûr, vous dites. Oui, bien sûr. En France, en matière de discrimination raciale, tous les ans, il y a
en matière de justice pénale, entre 0 et 10 condamnations pour discrimination raciale sur tout le territoire français. Voilà, entre 0 et 10 condamnations. En 2024, nous avons fait condamner une agence d'intérim. En mars 2024. La plainte, nous l'avions déposée en février 2001. Voilà. 23 ans de procédure pour faire condamner une agence d'intérim. Donc vous comprenez bien... Là, c'est la lenteur. Ça ne veut pas dire qu'à la fin, elle n'est pas condamnée. Enfin, la lenteur, des recours, oui. Des contestations de classement sans suite, oui. De refus, d'actes d'instruction. C'est un combat qui, s'il n'avait pas été mené, aurait amené à une absence de condamnation. En parlant de justice, justement, Dominique Sopo, dans l'affaire du meurtre de Thomas à Crépol dans la Drôme, les juges d'instruction ont décidé de requalifier les chefs d'inculpation des mises en examen en ajoutant une circonstance aggravante, celle du racisme anti-blanc. Il y a du racisme anti-blanc en France ? Alors, il y a deux choses à distinguer. D'abord, les juges d'instruction ne parlent pas de racisme anti-blanc, ils disent qu'il y a une circonstance aggravante de racisme liée au fait qu'il y aurait une évocation de la race blanche et de la nation française. Bon, on peut être un peu étonné qu'il y ait une requalification alors qu'il n'y a, semble-t-il, mais je ne connais pas assez le dossier, je n'ai pas accès, il n'y a pas de nouveaux éléments. Bon, voilà, mais quoi qu'il en soit, il faut quand même bien avoir en tête qu'à partir du moment où il y a une mention raciale qui est évoquée dans la commission d'un acte criminel ou délictuel, la circonstance aggravante, elle peut être retenue. Donc, si on dit « sale blanc » et qu'on est en train de taper quelqu'un, ça peut être retenu. Et d'ailleurs, il y a déjà eu des condamnations sur le sujet, contrairement à ce que dit parfois l'extrême droite.